Bon, il n'y a pas eu de trêve des confiseurs, en tout cas dans la guerre médiatique de communication que Poutine livre au reste de l'humanité. Exactement, avec cette question qui nous interpelle ce matin, l'Ukraine est-elle lancée dans une fuite en avant terroriste? C'est en tout cas ce qu'affirme la Russie, qui essaye donc de convaincre en ce début de l'année les Occidentaux. Moscou qui assure que Kiev a tenté d'assassiner Vladimir Poutine. C'était le week-end dernier, on en a parlé. Nouvelle accusation qui nous vient toujours de la Russie. Ce matin, les Russes accusent l'Ukraine, cette fois, d'avoir tué 24 civils lors d'une frappe sur la région de Kherson, une zone qui, vous le savez, est contrôlée partiellement par les Russes. Selon le gouverneur de cet oblast ukrainien, les victimes seraient des femmes et des enfants qui se trouvaient dans un café dans le village de Korly. Les Russes, à nouveau brandissent des preuves. Cette fois, ce sont des photos qui montrent d'abord l'impact de cette prétendue frappe, mais également des corps carbonisés des victimes donc imputées à Kiev selon les dires de Moscou. Esther Lefebvre nous a rejoint. Bonjour, merci d'être avec nous. Esther, Michel Scott est avec nous également, grand reporter à LCI TF1. Pierre Barbin est toujours là. Michael Benamou, directeur de l'Institut européen de la guerre, l'OPEWI, merci d'être avec nous. Michel Scott, rapidement, sur ce qu'on vient d'évoquer là maintenant, il faut qu'on parle de ce que disent les Russes. C'est pas nous, c'est les autres. Et à Kherson, eh bien, il y a eu un carnage opéré par les Ukrainiens. On est quand même dans une guerre de désinformation. Voilà, je ne sais pas ce que sur cette affaire, mais depuis le début, depuis quelques jours, là, c'est particulièrement saillant du côté de chez Poutine. Bon, là, ça va être plus facile à démontrer, si vous voulez, que sur l'épisode de la résidence de Poutine. Il y a visiblement eu une frappe quand même, il y a des éléments vidéo, etc. Sur le détail. Est-ce que c'est, comment dire, ce sont des dégâts collatéraux? Est-ce que on est sur une pure bavure? Ça existe aussi. Enfin, et les Ukrainiens, et ça peut être même volontaire. Les Ukrainiens sont pas que des anges. Mais on est où là? Orly, on n'est pas à 600 km du front, on est à 60 km à peu près de Kherson, on est sur une zone qui n'est pas très active, c'est vrai, du point de vue militaire, mais enfin, on est sur ce qu'on appelle l'arrière-front, dans une zone qui est disputée, donc des opérations par drone, eh bien, sont quand même légitimes. Alors, on est effectivement dans une phase de comment dire, début d'année, avec tout ce que ça peut conférer de symbolique. Il y a beaucoup d'actions militaires de part et d'autre. Il y a eu 200 drones envoyés par les Russes il y a quelques heures dans l'autre sens. Il y a surtout cette phase de négociation. Et quoi qu'il se soit passé là, effectivement, il est dans l'intérêt des Russes de l'utiliser. Oui. Pour décrédibiliser la partie ukrainienne aux yeux des Américains. Ce qui est un peu singulier, c'est que c'est vrai que la dernière accusation de Vladimir Poutine à l'endroit des Ukrainiens fait un peu flop, cette tentative d'assassinat, et on a l'impression qu'il y a un déport des Russes. Il y a, attendez, j'ai un deuxième dossier, etc. Oui. Sauf que vous avez raison de dire que ce deuxième dossier n'est pas de la même nature que le premier. D'ailleurs, Michel, vous avez raison de faire ce lien avec les négociations de paix qui sont en cours, parce que Vladimir Saldo, qui est donc le gouverneur de l'oblast occupée de Kherson, accompagne ces images que vous voyez à l'instant d'un message qui dit ceci: voilà quel genre de paix les Ukrainiens proposent. Il montre donc cette frappe en justifiant ce processus de paix qui est actuellement au point mort, en tout cas fortement en recul ces derniers jours. On va voir Guillaume Ptak quand même, qui est en Ukraine, notre journaliste. C'est vrai, Guillaume, que là c'est une accusation lourde que mettent sur la table les Russes, et j'aimerais savoir quelle est la version aujourd'hui que donnent de cet événement les autorités ukrainiennes. Guillaume, bonjour. Bonjour. Il n'y a pas eu de réaction pour le moment officielle de la part des Ukrainiens, mais il y a fort à parier qu'ils accordent peu de crédit à ces déclarations et à la version de Moscou, en particulier alors qu'elle survient après justement ces allégations selon lesquelles l'Ukraine aurait visé la résidence de Vladimir Poutine à l'aide de drones. Ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, comme vous le mentionnez sur le plateau, c'est une zone de guerre véritablement assez relativement proche du front, donc il n'est évidemment pas impossible qu'une explosion se soit produite.
Mais il faut rappeler aussi que la région de Kherson et la ville de Kherson même, la capitale régionale, est elle quasiment tous les jours bombardée par la Russie, que les zones résidentielles à travers l'Ukraine sont bombardées tous les jours par la Russie, et que par conséquent, on ne peut que noter une certaine hypocrisie de la part des Russes sur cette question, même si évidemment il reste à faire toute la lumière encore sur ce bombardement. Il est 14h10. Merci de nous avoir donné cette non-réponse pour l'instant des autorités ukrainiennes. Guillaume Ptak, je pense à celles et ceux qui nous rejoignent là maintenant sur LCI. Quelles sont les accusations précises des Russes à l'endroit des Ukrainiens? Vous pouvez répondre à cette question? Que reprochent les Russes aux Ukrainiens d'avoir commis à Kherson? C'est une attaque, c'est ce qui vient d'être dit, une attaque dont nous n'avons pas encore les détails côté ukrainien, peut-être une erreur. Moi, j'ai été militaire en opération, en salle d'opération. On fait au mieux, hein. Ouais. Et parfois on commet des erreurs. C'est la guerre, ce n'est pas un tableau parfait, parfaitement balisé. Donc il faut attendre un petit peu, je pense. Depuis quelques semaines, je dirais surtout qu'on a au moins les bases d'un accord diplomatique. Mais l'accusation elle-même des Russes, les Russes disent... Ils ont tapé un café. Ils ont tapé un café, voilà. Un café. Alors on est sur une toute petite localité, hein, qui est effectivement, en marge du front. On est quand même assez loin. Enfin, je vous dis, une soixantaine de kilomètres, une vingtaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. On est sur le bord de mer. On n'est pas sur une zone immédiate de confrontation immédiate, si vous voulez. Donc l'accusation, c'est ça. Et surtout quoi? Ça, c'est plus difficile à vérifier. Parce que vous pouvez vérifier qu'il y a une frappe. Enfin, on voit les images. Mais il y a 24 morts. Et la nature de ces morts. Donc, 24 morts, ça on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est un bilan spectaculaire. Et dans la moyenne de ce qui se passe quotidiennement, on a des attaques massives de la part des Russes tous les jours sur l'Ukraine. On a rarement des bilans comme ça. Ouais. Donc, ce qu'on met en avant du côté russe, c'est le carnage. Ouais. Quelque chose qui va sortir l'ordinaire. Il y a peut-être que 5 morts. Vous et moi, on ne le sait pas, on le saura peut-être jamais. Là, c'est le bilan qui est mis en avant à un moment effectivement crucial du point de vue des négociations. Je suis assez d'accord. Je pense que il faut aussi ajouter que ça ne ressemble pas au mode opératoire ukrainien. Les Ukrainiens ont l'habitude de taper des cibles militaires ou économiques, des raffineries. Quand ils tapent à Moscou, par exemple, ils tapent des généraux, des chefs militaires importants. Même chose aussi sur le front à l'Est. En fait, ils cherchent vraiment à faire ce qu'on appelle de la proportionnalité et aussi de la distinction. C'est le langage militaire. Distinction, qu'est-ce que ça veut dire? C'est distinguer entre civils et militaires. Les Ukrainiens sont quand même assez surveillés par les Américains, par nous aussi, armée européenne et française. Nous leur livrons des armes, des munitions, et donc il y a un suivi qui est fait quand même à ce niveau-là aussi. On fait attention à ce qui est fait avec ces armements. Et donc, oui, ce qui se passe là aujourd'hui est assez surprenant et peut-être une erreur, en fait, tout simplement. Donc, les scénarios qui sont sur la table, donc les Russes n'hésiteraient pas une seconde à dire « vous l'avez fait exprès », mais les scénarios qui sont sur la table, c'est ceux de la bavure, ceux de l'erreur, ceux de... Oui, ou d'une cible légitime, avec des dommages collatéraux importants. C'est-à-dire, quand je dis une cible légitime, encore une fois, on est dans des secteurs, si vous voulez, où vous pouvez avoir des concentrations de troupes quand même. Voilà, sur les arrières. Sur cette question de cible légitime, il y a des catégorisations qui sont faites. Donc 25 civils sont morts, c'est ça? On parle de 24 personnes qui sont mortes et surtout il y a 50 blessés selon bien évidemment la Russie. Il y a un hôtel et un café qui auraient été visés par 3 drones différents. Mais c'est vrai qu'en plus on sait que Kherson, la région de Kherson, c'est un endroit stratégique. On se souvient bien évidemment de la contre-offensive et le succès ukrainien. C'est vrai que ça marque dans les esprits. Vous parliez aussi tout à l'heure d'absence de trêve des confiseurs. Dans l'autre sens aussi, ça a été mouvementé parce qu'il y a plus de 200 drones qui ont été lancés par la Russie contre l'Ukraine dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Moi, un souvenir personnel, par exemple, moi j'étais en Ukraine le 1er janvier 2025. Ça avait été très violent dans le ciel ukrainien. Il y avait eu plusieurs victimes, notamment à Kiev. Donc il n'y a jamais de trêve des confiseurs. Jamais. Il y a une autre information dont il faut qu'on parle. C'est que la CIA donc, a mené une enquête sur cette prétendue tentative d'assassinat
de Vladimir Poutine par les Ukrainiens, on se souvient quand même que Donald Trump avait dit c'est vraiment pas bien, hein, moi c'est Poutine qui m'a prévenu, il a sous-entendu qu'il avait tensé, engueulé Volodymyr Zelensky, qu'il a vu à Mar-a-Lago en Floride, parce que ça se fait pas quand même de tenter d'assassiner Poutine en pleine discussion, en pleine diplomatie. Eh bien la CIA vient de dire, en gros Trump a parlé trop vite, car il n'y a pas du tout eu de tentative d'assassinat de Poutine par les Ukrainiens. Voilà le verdict, la décision, enfin le résultat du travail mené par la CIA. Suivant des déclarations déjà similaires de la part des Européens hier. Ouais. C'est-à-dire, on a aussi des éléments d'information qui tentent à laisser penser que c'est pas vrai. J'allais dire, notre travail à nous, de journalistes, le premier jour, le jour où ça se passe, la première chose qu'on attend, c'est des éléments qui viennent étayer ça. Alors, il y a eu des images qui sont arrivées très tardivement et qui n'étaient pas probantes, mais toute cette affaire reposait sur la seule parole de ceux qui accusaient, en l'occurrence Lavrov et Moscou. Bon, mais quel était l'intérêt des Russes, des Ukrainiens? On le voyait pas du tout. L'intérêt des Russes, on l'a très bien compris, ça a été commenté, c'était de jeter un trouble. Dans cette phase extrêmement sensible où Zelensky est en position de demandeur vis-à-vis de Mais Trump. ce qui m'intéresse, donc ça a été d'une certaine façon, le but est rempli pour les Russes. C'est-à-dire que la confusion a été jetée à un moment donné sensible des négociations. Le problème simplement, c'est qu'avec Trump, les raidissements, si vous voulez, il y a eu un raidissement spontané vis-à-vis de Zelensky. Les raidissements sont toujours éphémères chez Trump. Et il peut y en avoir un dans l'autre sens, vis-à-vis des Russes maintenant. Et lui-même, d'ailleurs, ne durera pas très longtemps, on peut en être sûr. Est-ce qu'il a parlé trop vite, Trump? Ou est-ce que c'est pas grave? Est-ce que dans son mode de fonctionnement à lui, c'est totalement secondaire qu'il ait été démenti par ses propres services, par la CIA? Je pense que c'est volontaire. Je pense qu'il a voulu jouer le jeu de communication de Poutine, très franchement, parce que, à mon avis, je suis pas dans le secret des dieux non plus, mais connaissant un petit peu la technologie américaine de renseignement, quand même, pour avoir été très près de cette technologie, je pense qu'en 30 minutes, ils sont capables de dire les départs de missiles ou de drones et la destination de ces drones ou de ces missiles. En 30 minutes, les Américains, maintenant, grâce aux satellites et grâce à l'intelligence artificielle, sont capables de dire exactement, très précisément, quelle est l'ampleur de la frappe et quel est aussi l'objectif de la frappe. Donc, si le président Trump avait voulu vraiment avoir l'information, en 30 minutes, il serait descendu, vous savez, au sous-sol de la Maison-Blanche, il aurait eu son rapport, et il serait remonté pour dire des choses un petit peu plus rassurantes, un petit peu plus il était proches à Mar-a-Lago. Ah oui, effectivement. Il était à Mar-a-Lago et puis il a été aussi interrogé à l'issue de sa rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il a peut-être parlé un peu trop vite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le président américain, il fait amende honorable parce qu'il a publié sur son réseau social Truth Social, non pas un message à proprement parler, mais un article de nos confrères du New York Post. C'est plus précisément un lien vers un éditorial. Le titre de cet éditorial, il dit quoi ? Les fanfaronnades de Poutine sur une attaque, entre guillemets, montrent que c'est la Russie qui fait obstacle à la paix. Autrement dit, le président américain partage un article qui dit très ouvertement, le Kremlin a menti, c'est faux, la Russie a tout inventé. Pourquoi le président il fait ça? Parce que c'est directement le directeur de la CIA qui l'a informé. Nos hommes ont travaillé, nous le savons maintenant, c'est sûr à 1000%, tout ça n'est qu'une création du Kremlin.